Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'adoption au Gabon du projet de révision de la Constitution. Le Parlement réuni en congrès a approuvé le texte ce 6 avril avec 178 voix en sa faveur. La Côte d'Ivoire se prépare à l'approche des élections locales. À quelques mois de cette échéance, les autorités appellent à un scrutin inclusif et apaisé. Et puis la plainte de la Fédération congolaise de football association adressée à la Confédération africaine de football, une plainte relative à l'arbitrage du match République démocratique du Congo-Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les préparatifs se poursuivent au Sénégal à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024. À cet effet, le coup d'envoi de la procédure d'inscription sur les listes électorales a été donné ce 6 avril. Jusqu'au 3 mai prochain, les électeurs sont donc invités à se présenter auprès des commissions administratives. Pour mener à bien ce processus, ces commissions ont été mises en place dans les différentes communes du pays. Une période d'enrôlement jugée cependant trop courte par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Lors d'une conférence de presse donnée le 27 mars dernier, l'instance avait en effet réclamé à ce que la durée de ce processus soit prolongée. Dans l'actualité également, le Parlement réuni en congrès ce 6 avril au Gabon. Une convocation émise par le président Ali Bongo Ondimba. Au cœur de cette session, le projet de révision de la Constitution. Un projet pour lequel le Parlement a donné son aval avec 178 voix pour, 8 contre et 12 abstentions. Cette révision intervient à l'approche de l'élection présidentielle prévue cette année. Notons par ailleurs qu'avant ce congrès, une concertation politique s'est tenue dans le pays entre majorité et opposition. Ces échanges, qui ont pris fin le 23 février, ont abouti à plusieurs propositions, dont le passage du septennat au quinquennat. Je vous propose d'écouter à ce propos Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale. La révision que nous venons d'entériner aujourd'hui est le fruit de la volonté consensuelle des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition lors de la dernière concertation politique qui visait comme objectif premier d'organiser des élections au lendemain apaisé afin d'éviter de nouvelles crises post-électorales. Comment un si large consensus de la classe politique n'aurait-il pas obtenu l'adhésion des élus nationaux? Ce processus devrait nous permettre donc de dépassionner le débat, éluder toute suspicion et suivre le chemin vertueux de la concorde, du vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre nation et constituer le gage de notre stabilité. Dans le reste de l'actualité, comment améliorer les conditions de vie des populations au Burkina Faso? Le sujet était au cœur des discussions ce 5 avril lors d'une réunion du gouvernement, réunion durant laquelle les ministres ont présenté des projets prioritaires à mener dans le cadre du programme d'urgence de la transition. Parmi eux, la réintégration scolaire des élèves affectés par la crise sécuritaire ou encore le renforcement de l'aide humanitaire dans les zones touchées par les conflits. Autre point sur lequel le gouvernement entend mettre l'accent, le développement des infrastructures mais aussi la construction d'hôpitaux. Les autorités se donnent 1 an pour mettre en œuvre ces projets. 2023, une année électorale notable pour la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, l'a rappelé lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'institution tenue le 3 avril. Il a en effet insisté sur la protection de la démocratie, la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale. Marcel Kouassi. Les élections locales en Côte d'Ivoire, prévues au 3e trimestre de l'année 2023, permettront aux différents partis politiques présentant des candidats de se positionner sur le terrain en vue de la présidentielle 2025 afin de maintenir un climat apaisé lors des scrutins pour ne plus revivre les drames de la crise post-électorale 2010-2011. L'Assemblée nationale ivoirienne, par la voix de son président, a appelé lundi 3 avril à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale lors des élections municipales et régionales 2023.
Une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Pour cette session 2023, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a assuré soutenir toutes les initiatives qui visent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes. Je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. La forte présence des femmes présidentes d'institutions parlementaires à cette cérémonie de ce jour en est le témoignage le plus éloquent. L'ouverture de cette session parlementaire ivoirienne a vu la présence d'une quinzaine de présidents d'Assemblée nationale, notamment du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Niger, de la France. Le Kenya renforce le système de protection sociale des personnes les plus vulnérables. Ce 4 avril, la présidence a annoncé en ce sens le décaissement de 28 milliards de shillings. Avec cette mesure, les personnes concernées recevront des transferts monétaires avant le salaire des fonctionnaires. Rappelons qu'en 2022, environ 33% de la population kenyane vivait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Midredia. Au Kenya, dès le 1er juin 2023, les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, recevront leurs allocations avant le salaire mensuel des fonctionnaires. La décision qui vise l'intégration sociale et l'amélioration de la réactivité au choc a été annoncée par le chef d'État William Ruto lors de l'ouverture officielle de la conférence sur la protection sociale qui se déroule du 3 au 6 avril 2023 à la Kenya School of Government à Lower Kabete, en périphérie de la capitale Nairobi. Le gouvernement a alloué 28 milliards de shillings pour soutenir les programmes de transfert monétaire dans le cadre de ce nouveau programme. Older citizens, orphans, and vulnerable children, as well as people living with extreme disability, have a right. Les personnes âgées, les orphelins et les enfants vulnérables, ainsi que les personnes vivant avec un handicap extrême, ont le droit de recevoir une aide dès maintenant. C'est pourquoi le cabinet a approuvé qu'à partir du 1er juin, l'argent des transferts monétaires de la protection sociale sera décaissé avant le versement des salaires des fonctionnaires. Chaque Kenyan contribuera désormais 6% de son salaire afin que nous puissions progressivement renforcer la prudence et éliminer la pauvreté des personnes âgées. Le président William Ruto veut garantir une vie décente pour tous les Kenyans. Pour lui, l'initiative va s'attaquer à l'exclusion en augmentant la couverture de protection sociale des plus vulnérables du pays, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes et les femmes. Elle soutiendra également leur autonomisation pour renforcer la résilience économique et réduire ainsi la pauvreté et les inégalités. Autre domaine visé par ce nouveau programme, la lutte contre la malnutrition, l'amélioration de l'éducation et du système de santé, la sécurité du revenu et l'employabilité. With the new program, I want to urge every Kenyan. Avec ce nouveau programme, j'exhorte chaque Kenyan, même si vous n'avez pas d'emploi salarié, à faire en sorte que votre intention soit d'épargner pour demain. Ainsi, nous changerons progressivement notre épargne en pourcentage du PIB de 10% éventuellement dans les 10 à 15 prochaines années à entre 20 et 25%. Possibly in the next 10-15 years to between 20 and 25%. Selon le ministère du Travail et de la Protection sociale, le gouvernement kényan dépense plus de 26 milliards de shillings par an dans des programmes de protection sociale. Actuellement, 1,2 million de Kenyans sont couverts par les programmes de transfert monétaire Inua Jamii. Le gouvernement cherche à assurer une couverture à 100% du Fonds national d'assurance hospitalisation pour les personnes âgées d'ici 3 ans.
Et on reste au Kenya où le milieu de l'athlétisme connaît quelques turbulences. Dans un communiqué paru le 4 avril, David Aouman, le président de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, a dénoncé un dopage de mieux en mieux organisé dans le pays. L'AIU émet par ailleurs l'hypothèse, je cite, que l'élite des athlètes kenyans est aidée par une ou plusieurs personnes, y compris une personne ayant des connaissances médicales considérables. Les précisions de José Douglas. Le Kenya est frappé par une nouvelle affaire de dopage à grande échelle. Un pays déjà sous la sellette avec la récente suspension pour 8 ans de la coureuse Eglé Nalienia, reconnue coupable d'avoir utilisé un produit dopant. Une condamnation survenue quelques semaines après celle de Betty Wilson Lumpus, suspendue 5 ans pour des raisons similaires. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a en effet dénoncé ce mardi 4 avril ce phénomène de dopage à grande échelle impliquant les sportifs kenyans. Il apparaît évident que le dopage au Kenya est de mieux en mieux organisé et ces cas soulignent l'implication de personnes possédant une expérience médicale. Un jury de 3 membres a relevé des similitudes dans les explications et les preuves. Naliaya et Lumpus ont dit à l'AIU qu'elles avaient reçu des injections intramusculaires dans le même hôpital et elles ont fourni des documents médicaux falsifiés pour appuyer leur dire. Selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme, l'élite des athlètes kenyans bénéficierait de l'aide d'une ou plusieurs personnes et notamment d'un professionnel de la santé. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le concours des autorités kenyanes a été sollicité. C'est une menace sérieuse contre notre sport. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a été mandatée pour travailler avec le gouvernement kenyan, sa fédération d'athlétisme et son agence antidopage pour combattre cette crise. Nous ferons tout notre possible pour identifier la source de ce dopage. Alors que les Kenyans excellent dans les courses de fond et viennent de marquer le marathon international de Paris avec une première place chez les femmes et une troisième chez les hommes. C'est une nouvelle qui vient ternir le sport kenyan à quelques mois des JO où ces athlètes d'Afrique de l'Est seront très surveillés. On poursuit notre page sport avec le classement des sélections africaines. La FIFA a dévoilé ce 6 avril son top 20. Le Maroc conserve sa pole position au niveau continental et se hisse à la 11e place à l'échelle mondiale. Il est suivi du Sénégal qui occupe la 18e place au niveau mondial. La 3e position revient à la Tunisie qui figure quant à elle à la 28e place au classement mondial. Dans l'actualité sportive toujours, la plainte de la Fédération congolaise de football association adressée à la Confédération africaine de football. La FECOFA a en effet saisi la CAF après le face-à-face République démocratique du Congo-Mauritanie dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Un match qui s'est soldé par un nul sur un score de 1-1. Dans les détails, la plainte est liée à l'arbitrage. Les explications de Nathalie. La Fédération congolaise de football association FECOFA a exprimé sa volonté et sa détermination à défendre les droits de l'équipe nationale et des joueurs dans une correspondance adressée à la Confédération africaine de football CAF 4 avril 2023. L'organisation sportive congolaise a saisi l'instance fêtière du football africain contre certaines décisions arbitrales lors du match Mauritanie-RDC. La rencontre compta pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui a opposé les deux équipes le 28 mars 2023 s'est soldée par un score nul, un but partout. À la suite des événements liés au match Mauritanie-RDC du 28 mars au stade de la capitale à Nouakchott, la Fédération congolaise de football association informe l'opinion qu'elle a pris toutes les mesures utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée dans le respect des délais légaux introduits auprès de la CAF et nous attendons la suite qui en sera réservée. La FECOFA demande réparation à la CAF pour plusieurs erreurs d'arbitrage attribuées à l'officiel tunisien Selim Sadok. Si la Fédération congolaise de football n'a pas précisé l'objet de ces réclamations, les observateurs estiment que l'expulsion polémique sur carton rouge de l'attaquant Cédric Bakambu fait partie de la plainte. Notons que le joueur congolais a reçu un second carton jaune pour une faute controversée sur le gardien de but mauritanien Babacar Niasse. Plaider pour que le carton rouge infligé à Cédric Bakambu soit annulé, puisque là, le risque, c'est que lors du prochain match, Cédric ne sera pas éligible. Sinon, ça va beaucoup peser lors du match contre les Gabon, puisqu'on rappelle, ce sera une finale pour nous.
Depuis le match de qualification entre la Mauritanie et la RDC, les tensions se renforcent. La Mauritanie, accusée par son adversaire de corruption arbitrale, a décrié des propos choquants et diffamatoires et des insinuations à peine voilées d'une extrême gravité. Dans le groupe 1 des éliminatoires CAN 2024, la Mauritanie occupe la 3e place avec 5 points, suivie de la RDC, 4e, avec 4 points au tableau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.